Bonjour, bienvenue à cette conversation à quoi on rêve. Les conversations à quoi on rêve. Pourquoi on fait ça? Pourquoi je fais ça? Mais parce que je veux provoquer des conversations importantes. Je pense que c'est un bon moment actuellement pour donner la parole à différentes personnes qui ont des points de vue, qui ont des visions, qui peuvent alimenter notre vision du futur. Parce que, vous savez, la vie, c'est comme en vélo. Hein? La direction, là où on regarde, ben, ça nous donne la direction où on s'en va. Donc, si on veut rebâtir, puis reconstruire, puis redémarrer notre relance collective post-confinement, dans la bonne direction ou en prenant les opportunités pour faire des changements, eh bien, il est important qu'on discute de ce que l'on souhaite et ce à quoi on rêve. Alors, cette semaine, je suis très heureuse d'accueillir Isabelle Dessureau. Bonjour! Salut Magali! Merci d'être là. Alors, Isabelle, je te présente brièvement. Tu es actuellement chef de poste au Bureau du Québec à Barcelone et tu nous représentes fièrement au sein de l'Espagne et le Portugal. Et auparavant, tu as eu une carrière, j'allais dire mouvementée, mais en fait, tu as eu plusieurs postes de direction dans différentes entreprises. Tu as aussi mentoré, coaché des entrepreneurs femmes en Inde pour les aider à propulser leurs idées d'affaires. Tu t'es promené beaucoup à travers le monde. Ceux qui te connaissent, ceux qui te suivent sur les médias sociaux savent que tu es une curieuse, une exploratrice. Et puis, je dirais aussi que tu es une fille qui accompagne, qui coach, qui guide. Tu es comme un catalyseur de changement, je pense, dans l'âme. Hein, parce que, moi, je le dis parce que je te connais un peu, mais je suis sûre que je ferai une interview des gens qui te connaissent, puis il y aurait cette opinion-là de toi. Alors, Isabelle, avant qu'on parle de ton rêve, si tu le veux bien, je vais te poser les 3 questions brise-glace que je pose à chaque fois aux invités. Oui. Alors, avec plaisir, Magali. La première, imaginons qu'il y aurait un livre qui pourrait ne jamais quitter ta table de chevet. Ce serait quoi? J'ai hésité entre 3 livres, mais je pense que celui que je retiendrai, c'est un livre de 2010, donc c'est pas récent. C'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Que peut-être des gens connaissent sous son nom anglais de 4-Hour Work Week. C'est un peu l'éloge des paresseux. En fait, je fais des blagues, mais c'est vraiment un manifeste pour réorganiser sa vie, pour se concentrer sur l'essentiel, pour se concentrer sur ce qui est important pour nous, puis trouver le temps, donc, de réaliser ces choses-là qui soit nous passionnent, soit sont importantes pour nous-mêmes puis pour nos proches, et d'essayer de vraiment éliminer tout ce qui est non essentiel ou qui nous, je dirais, qui peuvent parfois être des divertissements, bien sûr, mais qui souvent nous défocus de ce qu'on veut vraiment faire dans notre vie. Alors, c'est plein de trucs. C'est sûr que c'est bâti davantage pour des entrepreneurs, mais il y a plein de trucs pour tout le monde à aller chercher là-dedans pour vraiment, je dirais, avoir un focus sur ce qu'on veut réaliser, pas seulement dans notre vie professionnelle, bien sûr, là, mais dans notre vie professionnelle, puis se donner du temps pour être dans les bonnes zones. Puis moi, ça rejoint, je suis une grande adepte de la loi de Pareto qui dit que, en fait, si on peut faire 20% de nos efforts et que ça ramène 80% de résultats, on a pas mal un bon retour sur les activités qu'on fait dans une journée, dans une année, dans une vie. Alors, je suis une grande adepte de ça. Moi, je suis très intense dans le 20% pour ce qui va ramener 80% d'impact. Génial. Ben, écoute, tu me donnes le goût de le lire parce que je me dis que c'est peut-être pour ça que tu arrives à faire la globe-trotter et à te promener autant, finalement. Donc, on pourra mettre la citation dans les commentaires plus tard, donc le 4-Hour Week. Ouais. Maintenant, deuxième question. C'est quoi le premier métier auquel tu as rêvé quand tu étais enfant? Première chose que tu as voulu faire. Première chose que j'ai voulu faire, écoute, moi, j'ai écrit un journal, pas un journal de bord, un journal comme à l'époque, on avait des tabloïds, des quotidiens. Oui. Je venais à peine de commencer à écrire, donc 8-10 ans. Donc, je pense que le métier de la communication, right. c'est ce que j'ai rêvé le plus jeune, je te dirais, qui incluait là-dedans des relations publiques, de la vente, de la rédaction. J'aime beaucoup écrire, je suis une fille de mots.
Alors, c'est à quoi j'ai rêvé toute jeune, puis j'ai eu la chance de réaliser ça. Oui. Mais si j'avais eu une autre vie, mon autre passion, c'est les animaux, particulièrement les chiens. Alors, j'aurais probablement, je me verrais très bien, puis c'est peut-être un projet de retraite, avoir un refuge pour chiens. Je pense qu'il est trop tard là, pour devenir vétérinaire, puis j'aurais probablement pas le cran, puis pas les capacités non plus intellectuelles, puis même physiques de devenir un médecin pour les animaux. Mais quand on est des passions, parfois ça peut nous faire développer des compétences qu'on sous-estime, mais ça aurait été du côté des animaux, particulièrement des chiens, c'est clair. OK. Puis la dernière, quand tu perds ton focus, quand tu te décentres, tu sais, des fois, on a des petites pannes. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton truc, ta pratique à toi pour te ramener puis reprendre ton élan? Ben, tu sais, on vient d'en vivre une il y a 10 minutes. Je vais expliquer aux gens. On avait un problème technique parce que j'ai un nouvel ordinateur qui a une nouvelle fonction. C'est comme un petit rideau où on peut fermer la caméra et je le savais pas. Puis c'était un petit bouton à l'arrière. Et je pense qu'en promenant mon ordinateur, ça a fermé le petit rideau, fait qu'on me voyait aux 3/4. Alors, on a vécu ce moment-là, toi et moi, il y a 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, parce que ça a pris ce temps-là à identifier le problème. Je te dirais, ça, comme bien d'autres, c'est tout simple, hein, c'est dans la respiration. Mm-hmm. Là, j'avais pas le temps d'aller prendre une marche, mais si c'est un problème plus préoccupant, autant professionnel que personnel, moi, souvent, je vais essayer de faire une coupure avec mon espace physique, aller prendre une marche à l'extérieur, puis je me pose souvent 2 questions. C'est quoi le pire qui peut arriver? Et l'autre chose, c'est est-ce que c'est à propos de moi? Est-ce que c'est contre moi? Puis souvent, la réponse, c'est non. Hein? Si on est dans une problématique en relation avec quelqu'un, c'est souvent pour la personne. La personne est en train de... Et c'est jamais contre nous, mais nous, on le reçoit contre nous. Fait que j'ai comme des questions clés qui me ramènent. Mais la respiration, aller prendre une marche, essayer de se mettre dans la perspective de l'autre, souvent, ça fait pas mal des miracles, ça. Bon, là, la respiration nous a ramenés toutes les deux. On n'avait pas le choix, on n'avait qu'une respiration. Fait que Isabelle, toi, ton rêve, tu m'as dit que tu rêvais de diversité pour la relance. Je vais te laisser expliquer ton énoncé de rêve parce qu'on peut le rendre un peu plus concret. Puis après, on va démarrer notre échange ensemble. Alors, dis-nous, c'est quoi ce rêve auquel tu aspires? Ben, le rêve auquel j'aspire, c'est que on a une occasion incroyable de un peu réinventer la suite. Ouais. Et si on veut trouver des nouvelles solutions, des nouvelles approches, pour moi, il n'y a qu'une voie, puis qui est la diversité des perspectives, la diversité des voies, justement. Alors, mon rêve, c'est que la relance se prépare avec une diversité de perspectives. Puis, quand on s'est parlé préalablement, on s'était accroché dans la notion du vocabulaire, hein, parce qu'évidemment, la diversité, évidemment, c'est la notion d'inclure tout le monde. Mais là-dedans, il y a comme un autre sous-sujet qui est le sujet, finalement, de la parité. Oui. Alors, sur lequel des deux préfères-tu qu'on s'avance en priorité? Ben, écoute, je pense que je suis mieux placée, je vais dire ça comme ça, pour parler d'égalité homme-femme. Puis la diversité, pour moi, elle passe notamment par ça. Oui. Bien sûr, une diversité culturelle, une diversité d'orientation sexuelle. En même temps, on est 50% de la société, les femmes. Alors, c'est même pas, tu sais, c'est vrai que dans certains secteurs d'activité ou secteurs de vie, on est minoritaire. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, tout comme c'est le cas en diversité culturelle et en diversité d'orientation sexuelle. Mais je me dis, si on prend ça à sa plus simple expression, là, c'est une question de respect puis c'est une question de justice. Mm-hmm. Les femmes représentent 50% de la société sur la planète puis dans chacun des pays. Alors, j'ai encore de la misère à comprendre, je viens d'avoir 50 ans, pourquoi on ne représente pas 50%, je dirais, puis tu sais, si on veut encore plus préciser le propos aujourd'hui, Magali, moi je te dirais pourquoi on ne représente pas 50% dans les cercles d'influence, les cercles de décision. Je dis pas que tout le reste n'est pas important, mais c'est tellement vaste que si on voulait vraiment se concentrer sur une chose aujourd'hui, puis j'aurais quelques chiffres à partager, tout ça, j'aimerais vraiment qu'on parle
de la place des femmes, l'égalité hommes-femmes dans les cercles d'influence puis les cercles de décision. Parfait. On dit d'ailleurs, Isabelle, je l'ai lu à plein d'endroits, que la pandémie, que le confinement qu'on vient de vivre partout sur la planète a renforcé les inégalités. A renforcé les inégalités entre les hommes et les femmes. Même au niveau des pertes d'emploi, c'est plus de femmes. Puis, je sais pas c'est quoi les chiffres que tu as, mais selon les chiffres que moi j'ai trouvés là, de Randstad, au Canada, il y a seulement 25% des postes de VP qui sont occupés par des femmes, 15% PDG. Donc, on est très loin du fameux 50% dont on parle. D'après toi, j'allais te demander comment ça se fait, parce que c'est comme pas un sujet nouveau, tu sais. Puis moi, j'ai même l'impression que depuis au moins les 5 dernières années, si c'est pas plus, c'est omniprésent comme thème. Il y a un paquet d'organisations, il y a des mesures internes dans les organisations. Là, je pense à l'FEA qui promouvoit le leadership féminin. Il me semble qu'on est bombardé, il y a des événements destinés à ça. Comment ça se fait que ça... Ben, moi, j'allais dire que ça bouge pas, là. Mais ça bouge, là. Ça bouge pas. Non, ça bouge pas. En fait, c'est ça qui est inquiétant, c'est que, écoute, la loi qui a été passée au Québec pour obliger les sociétés d'État, il y en a 22, à nommer de manière paritaire leur conseil d'administration, là, ça a été fait en 2007. OK? Et donc, le Québec, au niveau de ces sociétés d'État, comme Hydro-Québec, ça, on est là, puis depuis longtemps, je te dirais. Mais on dirait que depuis 2013-2014, il y a eu une autre vague. Et là, je ne sais pas si c'est une problématique canadienne, mais je vais te donner une perspective canadienne et au Québec. On fait un petit peu mieux au Québec qu'au Canada, cela dit. Okay. Mais on se sent, on pense qu'on est très progressiste, puis qu'on y est presque et tout. Mais quand on se compare à des sociétés qui ont mis en place, je dirais, des offensives plus musclées, c'est-à-dire que des quotas, par exemple, ou le contraire des incitatifs, c'est-à-dire, si vous vous conformez pas, il y aura des problématiques pour ces entreprises-là. Là, je parle évidemment davantage des entreprises publiques et des entreprises, sociétés publiques et des entreprises inscrites à la bourse. OK? C'est plus ce secteur-là parce que là, si tu es coté à la bourse, là, t'es pas détenu de manière privée, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, tu sais, tu as une responsabilité dans la société aussi, puis normalement, c'est des plus grandes entreprises aussi. Ben, les pays qui ont mis en place des lois, des réglementations aussi de communiquer sur l'avancement ont eu des résultats plus rapides. Bon, un des grands champions, c'est la Norvège. La Norvège, écoute, depuis 2003, qui ont mis en place ce type d'approche-là. Puis, ils ont atteint, ça a pris quand même 10 ans. Ils ont atteint 40% à ce moment-là. Fait que, tu sais, c'est long, là. Ben oui, c'est long. Déjà, OK, mais nous, on fait du surplace. Je disais qu'entre 2016 et 2017, si tu regardes différents indicateurs de la place des femmes dans les cercles, conseils d'administration, chefs d'entreprise, équipe de haute direction, il y a eu une croissance en un an. C'est le dernier chiffre que j'ai pu trouvé pour cet indicateur-là, de 0,3 %. Alors qu'on en parlait beaucoup. Alors, moi, je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut demander, moi, j'irais même jusqu'à éventuellement qu'il y ait même des incitatifs au niveau des donneurs d'ordre publics, des gouvernements et autres. On peut penser à des sociétés de transport, à autres, de revoir aussi leur politique de fournisseurs pour faire avancer comme ça. À un moment donné, on voit que les entreprises doivent bouger parce que dans les faits, tu sais, si on regarde là, les étapes, il faut d'abord reconnaître qu'il y a un enjeu. Ouais. Chez CAE, je prends la date parce qu'ils sont un super bon exemple. CAE qui fait des simulateurs de vol, puis maintenant, durant la COVID, qui ont fait un pivot, puis ils bâtissent des respirateurs artificiels. Donc, vraiment une compagnie de technologie innovante, vraiment un beau fleuron québécois. Ils avaient personne sur leur équipe de direction. Attends une petite minute, je te donne la date. Bon, j'ai pas inscrit la date, mais ils sont rendus à 30%. Ça a été, je pense, à l'intérieur de 5 ans, dans leur équipe de direction puis au conseil d'administration. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, il y a un PDG, Marc Parent, qui est un homme progressiste, qui a décidé de mettre en place un plan d'action puis de suivre ça.
Puis aussi de faire des essais-erreurs puis de s'ajuster parce qu'il faut se mettre en action. C'est ça qu'il faut faire. Puis on sait que même quand on prend des engagements avec des objectifs puis avec des échéances, ça peut être long. Fait qu'imagine si on ne se met pas d'échéances puis d'objectifs, on voit ce qui se passe présentement, on fait du surplace. Ben d'ailleurs, je l'ai déjà dit dans une autre conversation, mais ayant fait beaucoup de transformations organisationnelles, ça prend 10 ans quand c'est un changement culturel. Fait que c'est juste normal. Puis ça, c'est 10 ans d'efforts ininterrompus. Là, on va tout de suite régler la question. Je me fais le porte-parole. Il y en a qui diraient, oui, mais pourquoi y aller avec des quotas? Pourquoi pas y aller avec les compétences? Pourquoi qu'on veut ça? Là? C'est sûr que là, nous deux, on a l'air de vouloir ça parce qu'on est des femmes, mais mettons qu'on sort. Pourquoi socialement, on pourrait vouloir ça, tout le monde, hommes comme femmes? Oui. Avant de répondre à ta question, je vais faire peut-être une petite pas une mise en garde, mais je suis loin de dire que il faut que tout le monde aspire à des postes de direction ou que c'est pas ça du tout que je suis en train de dire là, puis que c'est le rêve de tout le monde, pas du tout. Toutefois, il y a comme un domino aussi au niveau des décisions. Là, on va le voir, on a des plans de relance qui s'en viennent à grandeur de la planète et tout. Donc, c'est qui sont les thinkers qui réfléchissent à tout ça à tous égards. Donc, c'est pas de vouloir nécessairement aspirer, mais que si on veut prendre une place, on veut devenir conseiller municipal, on veut devenir directrice d'une institution scolaire, on veut. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on a la possibilité? Moi, c'est pour ça plus que j'ai envie de faire partie de la solution. C'est plus que ceux qui voudront, puis c'est vrai pour les hommes aussi qui voudront. Puis là, si tu veux, on peut en parler un petit peu de ça. J'aimerais faire référence à un super livre qui s'appelle, en fait, La doctrine d'Athéna ou The Athena Doctrine. OK? C'est un livre fantastique. Je pense qu'on l'a aussi en référence. C'est une équipe qui a fait la plus grande étude qualitative et quantitative, donc des sondages et des entretiens sur la planète. Ça n'avait jamais été fait une recherche de ce genre-là auprès de 64 000 personnes dans 25 pays. Donc, le sondage dans 13 pays, puis les entretiens dans d'autres 18 pays. Ils ont demandé à 30 000 participants de classer, il y avait 200 traits de caractère, OK? Si c'était des caractères qui étaient davantage de type un peu plus féminin ou un peu plus masculin ou un peu plus neutre. Et ensuite, ils ont demandé aux 30 000 autres de dire, pour le futur, puis là, je te parle avant la pandémie, c'est quoi les traits de personnalité qu'on a besoin dans le leadership pour atteindre des succès aussi de société, pour avoir un certain civisme aussi et plus de bonheur dans nos sociétés. Et quand ils ont fait la réconciliation de tout ça, ils ont, sans surprise, parce que je l'amène, fait que personne ne va être surpris sur notre Facebook live présentement, les traits de caractère féminin que des hommes ont sont les traits de caractère dont on a besoin dans le futur. Tu sais, je t'en nomme quelques-uns. Bien sûr, bon, il y en a tu sais, il y a des hommes qui incarnent parfaitement ça, là, mais la planification du futur, la flexibilité, l'humilité, l'écoute, l'intuition, la passion, la loyauté, l'empathie, le partage, l'expression, des traits de caractère qu'on voit plus du côté des femmes. Quand on regarde notre société, quand on regarde notre économie, on parle de plateformes ouvertes, on parle de partager de la connaissance. Exact. Puis, du côté des traits plus masculins, mais c'est un peu les anciennes structures institutionnelles du passé, tu sais. C'est un peu, c'est la dominance, c'est la hiérarchie, c'est la confrontation, mais il y a des choses positives, bien sûr. La fierté, la capacité d'analyse, l'indépendance, la détermination, la force de caractère, la prise de risque. Alors, je dirais, le meilleur des mondes intègre les plus belles qualités mais il faut qu'on voit s'élever les traits féminins que des hommes et des femmes ont en dedans d'eux, mais qu'on laisse la place aux hommes aussi pour l'exprimer. En fait, tu m'amènes en fait à cette espèce de constat que oui, on veut la parité, mais puis là, on va parler tantôt de comment ça peut se passer puis des mises en action, mais il y a d'abord et avant tout un contexte qui doit permettre aux femmes aussi d'avoir le goût de prendre ces postes de décision-là. Puis avec ce que tu viens de dire, ce que ça me dit, c'est que
il y a des hommes, évidemment, qui ont ces traits de caractère-là. Il faut les valoriser. En fait, il faut valoriser, tu sais, mettons qu'on joue sur le yin-yang, là, il faut valoriser le côté yin, les qualités dites féminines, mais qui sont aussi présentes chez les hommes, pour qu'on voit que c'est permis et même demandé de les utiliser et de les exprimer dans les sphères de pouvoir. C'est ça que ça dit, en fait, beaucoup aussi, ce que j'entends dans ce que tu me racontes là. Je prends une seconde, Isabelle, pour saluer notre... il y a Pascal Dufresne qui est là, qui nous dit qu'elle est contente d'être présente avec nous. Et je salue également Marie-Claude Dupont. J'ai pas le temps, je vais lire votre commentaire dans quelques instants. Merci d'être présent. Vous n'hésitez pas, hein, si vous voulez poser des questions, renchérir sur ce qu'on dit, vous faites ça dans le fil de commentaires, puis je les garde à l'œil. Donc, pourquoi c'est bon pour nous autres, ça? Bon, c'est bon parce que visiblement, le futur qu'on est en train de construire demande une façon différente de penser puis de faire les choses. Mais il y a d'autres indicateurs qui nous disent que d'avoir des femmes dans les sphères de décision, c'est bon. Bien, clairement, là, on ne rentrera pas dans les études, puis parce qu'on a envie d'avoir une... Je dirais, mais ça fait 5 ans. Depuis 2013, en fait, en 2014, il y a une firme Catalyst qui a sorti une énorme étude qui a fait état, je veux dire, qui a fait école plutôt depuis ce temps-là, qui dit que d'un point de vue de la performance financière, d'un point de vue de l'engagement des employés, d'un point de vue du brand, la marque de commerce et de la culture d'entreprise, la présence plus élevée de femmes, puis moi, dans ma tête, ça commence à peu près à 30 30 dans un... Ça, c'est comme une masse critique pour avoir de l'influence. C'est un game changer. Quand il y a donc cette représentativité féminine dans les plus hautes sphères, mais dans le management, dans les équipes de direction, mais comme directeur, etc., là, on voit que la performance financière, c'est ça, la performance financière est accrue, l'engagement des employés, puis on sait qu'avant la pandémie, bon, le Canada et plein d'autres pays occidentaux avaient des problèmes, avaient des enjeux importants au niveau de la main-d'œuvre, du recrutement, puis alors, c'est clé, c'est des millions et des milliards de dollars recrutés du bon personnel dans les entreprises, puis tu sais, alors, quand il y a plus de femmes dans les organisations, on réussit à garder les employés aussi davantage, puis sont plus mobilisés. Alors ça, c'est majeur. Puis au niveau des marques de commerce, c'est drôle parce que récemment, je lisais quelque chose, puis tu sais, c'est pas toujours blanc ou noir, là. Je veux dire, il y a des entreprises qui font très bien sur des aspects, puis que on les met en question sur d'autres choses. Fait que je fais attention, mais je me reposais la question parce que j'avais vu récemment, il y a quelques années, que L'Oréal avait pas un conseil d'administration paritaire. Je me disais, ça se peut quasiment pas, là. Et là, récemment, j'ai vu qu'ils y sont. C'est paritaire, toutefois, le commentaire qu'on a eu, toi et moi, en échange, en préalable à ce webinaire, c'est qu'en même temps, la diversité n'est pas là, toutefois. Ça ressemble au même boys club, mais avec 50% de femmes, si on veut, donc des gens qui sont pas mal issus du même milieu, des mêmes grandes écoles, etc. Donc, on va avoir une autre étape, mais restons sur le sujet d'égalité homme-femme pour l'instant, là. Bon, évidemment, il y a une des mesures là, qui existent, tu l'as nommé tantôt, c'est de mettre des quotas. Il y a beaucoup de gens que ça dérange, les quotas. Il y a même des femmes qui sont contre parce qu'il y a des femmes qui ont l'impression que s'ils sont dans une entreprise où il y a des quotas imposés et qu'ils sont nommés à des postes de direction, bien, c'est comme si ça portait ombrage à leur nomination. T'sais. Fait que là, c'est comme l'œuf ou la poule, on tourne en rond. Toi, tu as changé de point de vue par rapport à ça, n'est-ce pas? Moi, j'étais contre ça il y a 5 ans parce que j'exprimais exactement le point de vue que tu viens d'expliquer. Et puis là, je suis pour les quotas parce que je réalise que ça va pas assez vite. Je réalise que ça va pas assez vite. Et si on veut que d'autres femmes soient nommées, il faut que des femmes soient à la table. Ouais. Pour amener leur cercle et dire, ben oui, tu n'as pas pensé à une telle, que ce soit aussi des firmes conseils, etc. Tu sais, d'ouvrir le cercle différemment, OK? Mm-hmm. La question aussi d'aller chercher des alliés pour faire avancer des points de vue avec des hommes, ben, il y a un certain nombre qui est requis. Donc, moi, ça me fâche vraiment beaucoup quand on me dit qu'on peut pas trouver des femmes compétentes pour occuper ces postes-là. Ouais. J'y crois pas. Maintenant,
Le défi, il est quotidien. Je viens de... tu sais, on vient d'organiser un webinaire, là, puis là, on se retrouve qu'il y a 3 hommes et une femme. La femme est en moi. J'ai poussé pour que la femme qui devait être là aussi, qui est une experte dans le monde médical, elle peut pas, puis elle a décidé d'assigner un collègue, puis on se retrouve là, 3-1, là, puis je suis très mal à l'aise de ça. On est dernière minute, donc je suis pas là pour donner des leçons à personne. Mais il faut juste garder ça en tête, de toujours viser quand on le peut, à arriver à cette parité. Fait que Puis l'autre chose, Magali, juste pour conclure sur ton point, l'autre chose qui me fâche aussi beaucoup, c'est à compétence égale et à expertise ou expérience égale. Pourquoi qu'il faut que l'expertise et les compétences soient égales? C'est peut-être un autre, je dirais, tout un autre set de compétences que cette femme-là va amener à la table, qui est beaucoup plus complémentaire, qui n'est pas égale, justement, et qui va faire que l'équipe va être beaucoup plus forte, beaucoup plus diversifiée, puis qu'elle va innover, parce que il n'y a pas de doute que l'innovation vient de cette complémentarité de compétences et de forces. Alors ça m'agace beaucoup. Quand on dit à compétence égale, ouais. Ouais. J'ai lu quelque chose de préoccupant dans l'actualité de Noémie Mercier, ça vient juste d'être publié, qui en gros racontait que les entreprises qui font des énoncés publics et qui se pavanent, j'allais dire, de dire qu'ils sont dans la diversité, l'inclusion, qu'ils sont égalitaires, bien que des fois ça crée des billets que ça leur met comme des œillères pour ne pas voir les places où il y a de la non-équité, par exemple, homme-femme, puis même que ça met des œillères aux yeux des autres quand ils regardent l'entreprise, qui vont juger autrement une situation. Ah ben non, ça se peut pas parce que les autres, ils se disent égalitaires. Donc, ce que je me suis dit en voyant ça, c'est que dans le fond, ça fait juste renforcer le fait que c'est pas juste de le dire puis de l'écrire, c'est vraiment dans l'action puis dans le quotidien que la vérité sort, en fait. Fait qu'il faut être extrêmement vigilant, ça veut dire. Écoute, c'est cet exemple-là, il est vrai en environnement. Il est vrai sur, par exemple, je dirais de mettre l'employé en premier. Par exemple, tu sais, il y a des missions d'entreprise qui écrivent des choses, mais que ça se vit pas à l'interne. Ouais. Les employés finissent par le sentir. Ouais. Plus ça va aller, je pense, les consommateurs vont aussi, parce que ça finit, il y a bien des choses qui finissent par sortir. Tu sais, on a des exemples concrets dans l'actualité aujourd'hui, tu sais, de certaines entreprises qui se sont présentées d'une certaine façon, mais finalement qui ont toléré des comportements autres ou finalement que ce n'était pas pleinement. Oui, ils n'ont pas prôné dans l'action ce qu'ils prônaient. C'est ça. Mais pour moi, toutefois, ça enlève rien à la nécessité d'un plan. Ouais. Si c'est un plan pour faire des relations publiques, c'est une chose, puis ben ça, on va finir par, le jupon va finir par dépasser. Ouais. Mais je pense qu'après ça, il y a une question de voir vraiment les indicateurs. Fait que c'est beau de se présenter en disant qu'on va faire des efforts, mais après ça, il faut suivre ces efforts-là. Puis après, il y a un mouvement interne, c'est-à-dire que si on embauche plus de femmes, on embauche plus de gens issus de la diversité culturelle, puis que là où se prennent les décisions, ces gens-là sont jamais considérés. Ces gens-là vont quitter. Et le mot va se passer, peut-être pas dans le prochain 2 mois, mais la réputation de l'entreprise à cet égard-là, elle va être entachée. Donc, sur un moyen long terme, on va revenir alors, mais c'est comme en environnement, le fameux greenwashing, ou, tu sais, le 8 mars, quand c'est la journée de la femme, puis que tout le monde fait des publicités en rose, tu sais, ça va au-delà de ça, bien sûr, là. Ça veut dire que, en fait, nous, là, les consommateurs, les gens qui votons, les gens qui achetons, on a du poids là-dedans, tu sais. Oui. Moi, je pense, là. Puis si on prend des actions d'entreprise, mais j'imagine qu'on devrait être cohérent. Une question de cohérence dans nos propres valeurs. Puis, j'ai le goût de te raconter une chose, ça me vient en tête, j'arrête pas de l'avoir en tête depuis tantôt. J'ai entendu une fois une femme qui avait occupé un poste très haut dans une entreprise québécoise affirmer dans un forum du leadership féminin
qu'elle avait réussi parce qu'elle avait pensé et agi comme un homme. Et j'ai pas su c'était quoi l'intention de la dame quand elle a dit ça, mais j'ai trouvé ça très triste comme commentaire. Peut-être que c'est vrai pour son expérience à elle, puis c'est ce qu'elle a cru devoir faire pour y arriver, mais je pense que c'est pas du tout le message qu'on voudrait véhiculer aux femmes, tu sais. L'idée, je pense ici, c'est de dire on veut une parité, mais on veut une parité pour que les femmes aient le droit d'être des femmes dans des rôles de décision, tu sais. J'ai comme l'impression que c'est un peu une histoire qui doit quand même dater. Peut-être pas, il y a des secteurs encore qui sont moins progressistes, on va se le dire, mais avec les éléments tantôt dont on parlait sur les traits de caractère du futur qu'on recherche chez des leaders en affaires, en politique et autres, j'ai comme l'impression que cette dame-là faisait référence à comment elle a dû se comporter peut-être dans les années 80, 90 ou même 2000, 2010, là. Mais je pense que depuis quelques années, puis tu sais, elle dit qu'elle a réussi, donc elle a probablement professionnellement, j'entends, là, et je sais pas quelle est sa définition de la réussite, mais mettons qu'elle a gravi les échelons dans une organisation, ça se fait probablement sur 20, 30 ans. Donc, je pense que ce qu'on veut parler aujourd'hui aussi, c'est la suite. On veut envoyer un message aux jeunes hommes, aux jeunes femmes. Moi, j'ai le goût de te raconter une anecdote. Oui, vas-y. J'étais dans un de mes derniers emplois. J'avais un de mes directeurs qui était extraordinaire, qui était unique, brillant. Puis il était vraiment très, très, très apprécié de toute l'organisation, du président, de l'équipe de direction, ses collègues, ses employés. Tu sais, vraiment quelqu'un qui fait l'unanimité et que tu veux dans n'importe quelle équipe. Et là, lui, est arrivé, puis c'est le monde de l'immobilier, donc un monde assez masculin. Et il a eu avec sa femme, il a eu son 3e enfant. Et il a décidé de partager à 50-50% le congé de parentalité. Ouais. Et il a annoncé qu'il quitterait pendant 6 mois pour le premier 6 mois du bébé ou le deuxième 6 mois. Écoute, ça a fait un nombre de chocs sur le coup. Ouais. Moi, j'ai même été obligée en quelque part un peu d'aller faire, je dirais pas de la vente, mais tu sais, j'ai mis un peu de watts autour de tout ça. Puis évidemment, il était quelqu'un d'exceptionnel, OK? Mais sais-tu quoi? Grâce à lui qui a posé ce geste, il a ouvert la voie, tu sais, lui avait peut-être 32, 33 ans. Il a ouvert la voie à plein d'autres gars dans l'entreprise qui peut-être vont décider de prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu sais, c'est d'autres choses, là. Chaque cas est vraiment particulier et personnel. Mais ça a pris quelqu'un comme ça. Donc, quand quelqu'un a la possibilité de poser un geste, ça fait toute une différence après pour des organisations, puis ça laisse des traces. Puis ça a ouvert la voie aussi à d'autres hommes qui ont demandé des années sabbatiques. Ça se voyait jamais. Tu sais, parce que ça a été démontré qu'après, il est revenu, il était aussi bon, sinon meilleur. Il est arrivé avec beaucoup de créativité suite à... il est arrivé aussi avec d'autres perspectives parce qu'il a été un papa à temps plein, seul à la maison pendant que sa conjointe allait travailler. Et ça l'a ouvert. On était dans un secteur qui est un secteur qui est au service des humains. Ça lui a donné plein d'autres perspectives qui a fait de lui un meilleur directeur puis un meilleur quelqu'un qui réfléchissait encore mieux pour la suite, pour l'organisation. Mais ça a fait une onde de choc au début, tu sais. Alors, il faut poser ces gestes-là pour permettre aux hommes aussi de s'affranchir en quelque part aussi, eux, de ces habits très lourds qu'ils ont apportés dans certains secteurs d'activité. Ben, d'ailleurs, j'ai entendu une phrase, je ne sais pas c'est qui l'a dit, mais c'est tellement une belle phrase. Ça dit que pour que les femmes puissent prendre pleinement leur place à la table de décision dans le boardroom, il faut que les hommes aussi prennent pleinement leur place à la table de la salle à manger, de la cuisine. Tu sais. Donc, c'est vrai qu'il y a cette notion-là qui repart aussi dans nos vies personnelles, puis de notre support que les conjoints se donnent entre eux. Je pense que ça part aussi probablement à la base de comment on éduque aussi les garçons par rapport à tout ça, tu sais. Oui. Puis si on Et la valorisation, ce qu'on valorise. Oui, chez eux aussi. Oui. Et comme métier. Comme métier également.
Si je te racontais comment dans son livre, Liz Plank, qui écrit For the Love of Men, raconte, elle dit, elle fait des workshops souvent sur le sujet de homme-femme, puis elle dit, bon, mais qui a dit à sa petite fille, tu peux tout faire, tu peux être pompier, policier, il n'y a pas de limite, ma petite, puis là, ben, tout le monde lève la main. Puis quand elle dit, bon, maintenant, qui a dit à son petit gars, tu peux être infirmier, tu peux être professeur d'école, là, il y a comme un... Alors, il y a cette espèce de côté de la parité, l'égalité aussi dans ce sens-là, tu sais, quand je comprends bien l'idée qu'il faut ouvrir les possibilités de ces instincts ou de ces compétences féminines-là chez tout le monde. Bon, Isabelle, j'ai le goût de te demander, pour être dans le pratico-pratique concret, là, on est interpellé par le sujet, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en organisation, qui sont ou non en position de pouvoir. Oui. C'est quoi qu'on peut faire? OK, on peut mettre des quotas, mais encore. Oui, ben en fait, je pense qu'il y a d'abord la barre de reconnaître. Tu sais, je veux dire, on aime être fier, puis il faut être fier. Moi, comme tu disais, je me suis quand même promenée beaucoup sur la planète. J'ai pas eu d'enfant et ça a été une vie donc de voyage. Et c'est quand tu es à l'extérieur, tu réalises à quel point on a une société quand même extrêmement égalitaire. Là, je parle pas d'hommes-femmes, mais on a une société qui est une société de la classe moyenne avec, oui, des riches, puis oui, trop de pauvres. Mais quand on se compare, il y a très peu de pays sur la planète qui a ce statut-là. Tu sais, on pense aux pays scandinaves, à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, tu sais, qu'on nomme toujours. Puis quelques pays européens, mais encore, tu sais, moi, je travaille en Espagne, puis il y a quand même une famille royale ici, un roi. Il y a un establishment, une hiérarchie qui est millénaire, qui est beaucoup plus difficile à briser que nous qui sommes une société nouvelle, je dirais. Alors, il faut, je pense, réaliser à quel point on a une société qui est juste quand on se compare. Donc, les conditions de succès sont là pour que ça se passe. C'est ça que tu Exactement. Et toutefois, quand on se compare aux meilleurs, qui sont souvent de taille similaire à nous, puis auxquels on est souvent comparé, bien sûr, les pays scandinaves, la Norvège en tête de liste, mais on entend beaucoup de bonnes choses du côté de l'Islande, par exemple, et on va dire oui, mais c'est beaucoup plus petit, moins complexe, plus homogène, mais ils ont leurs défis aussi. La Nouvelle-Zélande, là, est citée partout, c'est comme un brand, non seulement d'un point de vue égalité homme-femme, mais d'un point de vue société auquel on aspire, en tout cas certains d'entre nous. Bon, je sais pas, c'est circonstanciel, bien sûr, il y a une femme première ministre, c'est pas toutes les femmes qui voudraient être dans une assemblée législative en train d'allaiter non plus, tu sais, il y a des femmes qui sont des superwomen, tout comme il y a des hommes qui sont des superman, des gens d'exception. Je pense qu'elle, c'en est une dans son genre, en tout cas. Puis on l'a vu à l'œuvre avec des malheurs qu'ils ont vécu récemment. Mais tout ça pour dire que prendre conscience, dire, OK, on est rendu là, mais là, c'est comme si on bloque. Il y a des prises de conscience en environnement, en consommation, à plein d'autres égards. Mais là, on dit, OK, on est comme sur un plateau, puis là, avec la relance, il faut faire attention à ce qui va arriver justement d'un point de vue de l'environnement, d'un point de vue de la diversité, d'un point de vue de la parité, parce que c'est quand on est, je te dirais, challengé économiquement que parfois on se donne cette excuse-là. Ouais, mais on peut le voir pleinement. Si on veut faire partie de la solution, puis aujourd'hui, je pense qu'on veut parler des solutions, il faut plutôt voir ça comme une occasion, une opportunité en même temps aussi de se positionner à cet endroit-là. Donc, prendre conscience. Ensuite, faire ce qu'on fait là. Tu sais, les Anglais disent « speak out ouais. ». Donc, prendre la parole ou valoriser ceux qui prennent la parole. Puis ça commence dans une discussion d'amis. La fin de semaine, et ça va jusque notre milieu de travail. Dans notre milieu de travail, parfois, on peut plus ou moins s'exprimer, mais moi, je pense que de s'exprimer avec respect, avec des faits, puis de savoir jusqu'où on peut pousser à ce moment précis-là, il y a beaucoup d'occasions de pouvoir le faire. Puis tu sais, des fois, c'est dans nos cercles de bénévolat. C'est pas toujours en entreprise non plus, là, c'est où on est bénévole, c'est de faire évoluer les mentalités. Puis ça, les mentalités, là, ça évolue une personne à la fois. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui est une personnalité connue, qui va faire une sortie dans un média, va peut-être influencer, puis il va en ostraciser d'autres, cela dit, là, beaucoup plus de gens à la fois. Mais nous, là, on a la capacité
d'influencer une personne à la fois. Puis je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre rôle là-dedans, en commençant par le rôle de parent ou de tante ou d'oncle et d'influenceur, puis dans tous les cercles. Donc, prendre la parole ou, je dirais, propulser la voix de ceux qui prennent la parole, les encourager. Tu sais, souvent, on a quelqu'un à la table qui va commencer à parler, puis là, il y a quelqu'un de plus fort qui va amener un argument, puis cette personne-là va un petit peu se retirer. Continuez de poser des sous-questions, continuez d'essayer de faire évoluer la discussion, puis c'est vrai avec nos jeunes aussi, toutes les générations aussi, là, quand on voit qu'ils vont sur ce terrain-là de discussion, les encourager, puis surtout les mettre sur des pistes d'arguments aussi. Oui, tout à fait. Le mentorat homme-femme, dans tous les cercles de bénévolat à entreprise, dans ta vie personnelle, que des hommes mentorent des femmes. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, et que des femmes mentorent des femmes, c'est d'autres choses. Ça, c'est très riche, parce qu'en plus, le mentorat, c'est une façon d'aider des gens. Tu te commets un peu, puis c'est pas toujours du mentorat officiel, là, ça peut être du mentorat que cette journée-là, tu vas accorder du temps à des gens. Tu vas ouvrir parfois des portes dans ton propre cercle et tu vas aider cette personne-là en la connectant à d'autres. Et donc, ici, tu vas aider une jeune femme, à se faire un réseau plus large, et le mentorat ouvre souvent à ça, d'élargir, je dirais, le réseau de contact, mais pas juste pour le réseau de contact, pour pouvoir faire avancer aussi dans différentes sphères. Je m'arrête là pour laisser une petite pause parce que j'ai d'autres actions. Effectivement, on peut pas, c'est pas le cas non plus, là. Ça prend des hommes alliés. Ça prend essentiel. Ça peut pas se passer sinon. Puis il y en a de plus en plus. Par contre, il faut comprendre que parfois les hommes, ils sont mal placés pour s'en rendre compte. Donc, je pense qu'il faut qu'ils fassent un effort pour dire, attends une minute, je sais pas, moi, tu sais, aujourd'hui, cette semaine, je vais observer dans les rencontres qui parle, puis qui prend le plus de place, parce que peut-être que ça vous passe sous le nez puis vous le voyez pas. Ouais. Et je pense que s'il y a pas de... Ça donne là, que sur votre table décisionnelle, il n'y en a pas assez de femmes, mettons. Bon, ben peut-être qu'il faut prendre le temps d'aller prendre le pouls parmi les autres femmes dans l'organisation, tu sais. Je pense qu'il faut se donner les moyens pour se faire remettre en question par rapport à ce qu'on pense. Parce que ce que vous pensez aujourd'hui, c'est-tu vraiment la réalité? Puis est-ce que suis-je biaisée, pas biaisée? Puis les femmes aussi peuvent être biaisées, on le sait. Quand on fait des tests de biais inconscient, nous-mêmes, les femmes, on peut avoir un pointage élevé pour avoir... On l'est toutes. On l'est toutes. Ouais. Il faut avoir l'audace de se remettre en question puis de pas prendre pour acquis parce qu'on pense qu'on est bien égalitaire que c'est le cas. Tu sais. Ouais. Écoute, tellement, parce que ce que tu dis, il y a eu aussi quelque chose qui m'a attristée il y a quelques années dans des discussions, c'est que, tu sais, suite au mouvement MeToo, oui. Il y a des hommes qui mentoraient des femmes. Il y a, par exemple, des hommes dans des cercles décisionnels ou des équipes de direction qui faisaient, par exemple, tu sais, des week-ends de réflexion, des week-ends de lac à l'épaule, etc. Puis là, quand il y avait la question de, on va se retrouver dans un lieu X où tout le monde va aussi dormir là, il y a comme une crainte qui s'est installée de dire, est-ce qu'on s'expose? Pas nécessairement parce qu'ils étaient à risque, mais de dire les apparences. Ouais. Et je sais que j'ai entendu dans des firmes conseils, tout ça, des hommes qui mentoraient des femmes qui étaient devenues très proches, même amies, et qui ont dit, écoute, moi, je dois reconsidérer parce que ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille. Puis, alors ça a été très triste. Bon. Alors là, tantôt, ce que je disais par rapport à l'environnement, est-ce qu'on aura un recul avec la pandémie ou pas, etc. Mais il faut être conscient de ça. Mais le mentorat peut tellement prendre plein de formes. Puis moi, je dois dire que je vois autour de moi tellement d'hommes fantastiques qui sont là avec nous autres là-dedans, qui prennent position, parfois des hommes qui nous laissent la place. Tu sais, on est vraiment chanceux dans nos vies
je dirais, là, autour, il y a vraiment des conditions gagnantes versus d'autres sociétés. Tu sais, je dis pas que tout est parfait non plus, mais je pense qu'on a le droit de rêver sans... je me rappelle qu'il y a à peu près 2-3 ans, j'étais dans une organisation, puis on avait fait une analyse comparable entre la perception des femmes à Montréal versus la perception des femmes à Rio, au Brésil, dans leur capacité à se développer, à aspirer à des rôles d'influence. Et je réalisais que les femmes brésiliennes étaient encore dans le mode, tu sais, elles devaient être agressives avec les hommes, elles devaient se battre, et que nous, on n'était plus là. C'était une autre dynamique. C'est plus la question de la bataille, c'est de la question de rallier, d'influencer. Puis ça, c'est drôlement plus positif. Alors, on est rendu à une autre étape aussi. Ouais. Donc, en conclusion, là, ceux qui sont d'accord avec des parties ou la totalité de ce qu'on dit là, il faut juste comme en parler, puis peut-être en parler encore plus. Et je pense qu'il y a dans tout ça... Donner un plan, cela dit. Donner des objectifs concrets. Puis il y a comme un message d'être vigilant, de ne pas prendre pour acquis que. Hein, c'est ça qu'on est en train de se dire. Puis moi, j'ai le goût de répéter que tout ça, c'est dans le but, puis c'est un peu ça aussi l'intention d'Acmon Rêve, de faire bouger le monde du travail puis la société pour que les femmes se sentent accueillies dans ces postes-là, puis que les hommes qui ont le goût d'exprimer des qualités différentes, dites féminines, peuvent le faire aussi. Donc, l'idée, c'est de faire bouger les structures pour que ça soit possible. Oui. Dans le sondage auquel je faisais référence tantôt de Athena Doctrine, 80% des répondants, des 64 000 répondants à travers le monde, disaient que si les hommes pensaient plus souvent un peu plus comme les femmes, on vivrait dans un monde meilleur. Donc, on n'est pas en train de dire aux hommes de se traverser, de ne plus être qui ils sont, mais de parfois un petit peu plus et qu'on serait déjà dans un monde meilleur. Moi, j'y crois à ça beaucoup. Ben écoute, ma chère Isabelle, merci beaucoup de ta participation. Je vais mettre dans les commentaires du fil de discussion les sources des sondages, des études qu'Isabelle a nommées, comme ça, si ça vous tente d'aller plus loin, vous les aurez. La semaine prochaine, on est toujours dans la notion de la diversité, mais cette fois-là, on va parler de la neuro-inclusion dans la force d'employés dans les organisations avec Cindy Lamontagne. Donc, mercredi prochain, 11h30, puis je vous rappelle, pour écouter les conversations passées, c'est sur balado.magalieco.com ou en audio sur Spotify, iTunes et puis Google. Donc, merci, porte-toi bien, ma chère. Pour toi, c'est le soir. Donc, je te souhaite une belle soirée. Et merci. Puis, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois, Isabelle. Désolée encore pour le retard. C'est ma faute à tout le monde. Là. C'est tout pardonné d'avance. Salut. Au revoir.